Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Chapitre 1, où l'on commence à ne pas comprendre. Ce n'est pas sans une certaine émotion que je commence à raconter ici les aventures extraordinaires de Joseph Rouletabille. Celui-ci, jusqu'à ce jour, s'y était si formellement opposé que j'avais fini par désespérer de publier jamais l'histoire policière la plus curieuse de ces 15 dernières années. J'imagine même que le public n'aurait jamais connu toute la vérité sur la prodigieuse affaire dite de la chambre jaune, génératrice de tant de mystérieux et cruels et sensationnels drames, et à laquelle mon ami fut si intimement mêlé, si, à propos de la nomination récente de l'illustre Stangerson au grade de Grand-Croix de la Légion d'honneur, un journal du soir, dans un article misérable d'ignorance ou d'audacieuse perfidie, n'avait ressuscité une terrible aventure que Joseph Rouletabille eût voulu savoir, me disait-il, oubliée pour toujours. La chambre jaune. Qui donc se souvenait de cette affaire qui fit couler tant d'encre, il y a une quinzaine d'années? On oublie si vite à Paris. N'a-t-on pas oublié le nom même du procès de Nève et la tragique histoire de la mort du petit Menaldo? Et cependant, l'attention publique était à cette époque si tendue vers les débats qu'une crise ministérielle qui éclata sur ces entrefaites passa complètement inaperçue. Or, le procès de la chambre jaune, qui précéda l'affaire de Nève de quelques années, eut plus de retentissement encore. Le monde entier fut penché pendant des mois sur ce problème obscur, le plus obscur à ma connaissance qui ait jamais été proposé à la perspicacité de notre police, qui ait jamais été posé à la conscience de nos juges. La solution de ce problème affolant, chacun la chercha. Ce fut comme un dramatique rébus sur lequel s'acharnèrent la vieille Europe et la jeune Amérique. C'est qu'en vérité, il m'est permis de le dire, puisqu'il ne saurait y avoir en tout ceci aucun amour-propre d'auteur, et que je ne fais que transcrire des faits sur lesquels une documentation exceptionnelle me permet d'apporter une lumière nouvelle, c'est qu'en vérité, je ne sache pas que dans le domaine de la réalité ou de l'imagination, même chez l'auteur du double assassinat rue Morgue, même dans les inventions des sous-Edgar Poe et des truculents Conan Doyle, on puisse retenir quelque chose de comparable quant au mystère, au naturel mystère de la chambre jaune. Ce que personne ne put découvrir, le jeune Joseph Rouletabille, âgé de 18 ans, alors petit reporter dans un grand journal, le trouva. Mais lorsqu'en cour d'assises, il apporta la clé de toute l'affaire, il ne dit pas toute la vérité. Il n'en laissa apparaître que ce qu'il fallait pour expliquer l'inexplicable et pour faire acquitter un innocent. Les raisons qu'il avait de se taire ont disparu aujourd'hui. Bien mieux, mon ami doit parler. Vous allez donc tout savoir, et sans plus ample préambule, je vais poser devant vos yeux le problème de la chambre jaune, tel qu'il le fut aux yeux du monde entier au lendemain du drame du château du Glandier. Le 25 octobre 1892, la note suivante paraissait en dernière heure du Temps. Un crime affreux vient d'être commis au Glandier, sur la lisière de la forêt de Sainte-Geneviève, au-dessus d'Épinay-sur-Orge, chez le professeur Stangerson. Cette nuit, pendant que le maître travaillait dans son laboratoire,
On a tenté d'assassiner mademoiselle Stangerson, qui reposait dans une chambre attenante à ce laboratoire. Les médecins ne répondent pas de la vie de mademoiselle Stangerson. Vous imaginez l'émotion qui s'empara de Paris. Déjà, à cette époque, le monde savant était extrêmement intéressé par les travaux du professeur Stangerson et de sa fille. Ces travaux, les premiers qui furent tentés sur la radiographie, devaient conduire plus tard monsieur et madame Curie à la découverte du radium. On était du reste dans l'attente d'un mémoire sensationnel que le professeur Stangerson allait lire à l'Académie des sciences sur sa nouvelle théorie, la dissociation de la matière. Théorie destinée à ébranler sur sa base toute la science officielle qui repose depuis si longtemps sur le principe « rien ne se perd, rien ne se crée ». Le lendemain, les journaux du matin étaient pleins de ce drame. Le Matin, entre autres, publiait l'article suivant, intitulé « Un crime surnaturel ». Voici les seuls détails, écrit le rédacteur anonyme du Matin, que nous ayons pu obtenir sur le crime du château du Glandier. L'état de désespoir dans lequel se trouve le professeur Stangerson, l'impossibilité où l'on est de recueillir un renseignement quelconque de la bouche de la victime, ont rendu nos investigations et celles de la justice tellement difficiles qu'on ne saurait, à cette heure, se faire la moindre idée de ce qui s'est passé dans la chambre jaune, où l'on a trouvé mademoiselle Stangerson en toilette de nuit, râlant sur le plancher. Nous avons pu, du moins, interviewer le père Jacques, comme on l'appelle dans le pays, un vieux serviteur de la famille Stangerson. Le père Jacques est entré dans la chambre jaune en même temps que le professeur. Cette chambre est attenante au laboratoire. Laboratoire et chambre jaune se trouvent dans un pavillon au fond du parc, à 300 mètres environ du château. Il était 00h30, nous a raconté ce brave homme, et je me trouvais dans le laboratoire où travaillait encore M. Stangerson quand l'affaire est arrivée. J'avais rangé, nettoyé des instruments toute la soirée, et j'attendais le départ de M. Stangerson pour aller me coucher. Mademoiselle Mathilde avait travaillé avec son père jusqu'à minuit. Les 12 coups de minuit sonnaient au coucou du laboratoire. Elle s'était levée, avait embrassé M. Stangerson, lui souhaitant une bonne nuit. Elle m'avait dit « Bonsoir, père Jacques » et avait poussé la porte de la chambre jaune. Nous l'avions entendu qui fermait la porte à clé et poussait le verrou, si bien que je n'avais pu m'empêcher d'en rire et que j'avais dit à monsieur « Voilà mademoiselle qui s'enferme à double tour. Bien sûr qu'elle a peur de la bête du bon Dieu. » Monsieur ne m'avait même pas entendu, tant il était absorbé. Mais un miaulement abominable me répondit au dehors, et je reconnus justement le cri de la bête du bon Dieu. Que ça vous en donnait le frisson. Est-ce qu'elle va encore nous empêcher de dormir cette nuit ? Pensai-je, car il faut que je vous dise, monsieur, que jusqu'à fin octobre, j'habite dans le grenier du pavillon, au-dessus de la chambre jaune, à seule fin que mademoiselle ne reste pas seule toute la nuit au fond du parc. C'est une idée de mademoiselle de passer la bonne saison dans le pavillon. Elle le trouve sans doute plus gai que le château, et depuis 4 ans qu'il est construit, elle ne manque jamais de s'y installer dès le printemps. Quand revient l'hiver, mademoiselle retourne au château, car dans la chambre jaune, il n'y a point de cheminée. Nous étions donc restés, M. Stangerson et moi, dans le pavillon. Nous ne faisions aucun bruit. Il était, lui, à son bureau. Quant à moi, assis sur une chaise, ayant terminé ma besogne, je le regardais et je me disais « Quel homme, quelle intelligence, quel savoir !» J'attache de l'importance à ceci que nous ne faisions aucun bruit, car à cause de cela, l'assassin a cru certainement que nous étions partis. Et tout à coup, pendant que le coucou faisait entendre la demie passer minuit, une clameur désespérée partit de la chambre jaune. C'était la voix de mademoiselle qui criait « À l'assassin ! À l'assassin ! Au secours !» Aussitôt, des coups de revolver retentirent, et il y eut un grand bruit de tables, de meubles renversés, jetés par terre, comme au cours d'une lutte. Et encore la voix de mademoiselle qui criait « À l'assassin ! Au secours ! Papa ! Papa !» Vous pensez si nous avons bondi, et si M. Stangerson et moi, nous nous sommes rués sur la porte. Mais hélas, elle était fermée et bien fermée à l'intérieur par les soins de mademoiselle, comme je vous l'ai dit, à clé et au verrou. Nous essayâmes de l'ébranler, mais elle était solide. M. Stangerson était comme fou, et vraiment il y avait de quoi le devenir, car on entendait mademoiselle qui râlait « Au secours ! Au secours !»
Et M. Stangerson frappait des coups terribles contre la porte, et il pleurait de rage, et il sanglotait de désespoir et d'impuissance. C'est alors que j'ai eu une inspiration. « L'assassin se sera introduit par la fenêtre !» m'écriai-je. « Je vais à la fenêtre !» Et je suis sorti du pavillon courant comme un insensé. Le malheur était que la fenêtre de la chambre jaune donne sur la campagne, de sorte que le mur du parc qui vient aboutir au pavillon m'empêchait de parvenir tout de suite à cette fenêtre. Pour y arriver, il fallait d'abord sortir du parc. Je courus du côté de la grille et en route, je rencontrai Bernier et sa femme, les concierges qui venaient attirés par les détonations et par nos cris. Je les mis en 2 mots au courant de la situation. Je dis au concierge d'aller rejoindre tout de suite M. Stangerson et j'ordonnai à sa femme de venir avec moi pour m'ouvrir la grille du parc. 5 minutes plus tard, nous étions, la concierge et moi, devant la fenêtre de la chambre jaune. Il faisait un beau clair de lune, et je vis bien qu'on n'avait pas touché à la fenêtre. Non seulement les barreaux étaient intacts, mais encore les volets derrière les barreaux étaient fermés, comme je les avais fermés moi-même la veille au soir, comme tous les soirs, bien que mademoiselle, qui me savait très fatigué et surchargé de besogne, m'eût dit de ne point me déranger, qu'elle les fermerait elle-même. Et ils étaient restés tels quels, assujettis, comme j'en avais pris le soin, par un loquet de fer, à l'intérieur. L'assassin n'avait donc pas passé par là, et ne pouvait se sauver par là. Mais moi non plus, je ne pouvais entrer par là. C'était le malheur. On aurait perdu la tête à moins. La porte de la chambre fermée à clé à l'intérieur, les volets de l'unique fenêtre fermés eux aussi à l'intérieur, et par-dessus les volets, les barreaux intacts, des barreaux à travers lesquels vous n'auriez pas passé le bras. Et mademoiselle qui appelait au secours, ou plutôt non, on ne l'entendait plus. Elle était peut-être morte. Mais j'entendais encore au fond du pavillon monsieur qui essayait d'ébranler la porte. Nous avons repris notre course, la concierge et moi, et nous sommes revenus au pavillon. La porte tenait toujours malgré les coups furieux de M. Stangerson et de Bernier. Enfin, elle céda sous nos efforts enragés. Et alors, qu'est-ce que nous avons vu? Il faut vous dire que derrière nous, la concierge tenait la lampe du laboratoire, une lampe puissante qui illuminait toute la chambre. Il faut vous dire encore, monsieur, que la chambre jaune est toute petite. Mademoiselle l'avait meublée d'un lit en fer assez large, d'une petite table, d'une table de nuit, d'une toilette et de 2 chaises. Aussi, à la clarté de la grande lampe que tenait la concierge, nous avons tout vu du premier coup d'œil. Mademoiselle, dans sa chemise de nuit, était par terre au milieu d'un désordre incroyable. Table et chaises avaient été renversées, montrant qu'il y avait eu là une sérieuse batterie. On avait certainement arraché mademoiselle de son lit. Elle était pleine de sang, avec des marques d'ongles terribles au cou. La chair du cou avait été quasi arrachée par les ongles, et un trou à la tempe droite par lequel coulait un filet de sang qui avait fait une petite mare sur le plancher. Quand M. Stangerson aperçut sa fille dans un pareil état, il se précipita sur elle en poussant un cri de désespoir que ça faisait pitié à entendre. Il constata que la malheureuse respirait encore et ne s'occupa que d'elle. Quant à nous, nous cherchions l'assassin, le misérable qui avait voulu tuer notre maîtresse. Et je vous jure, monsieur, que si nous l'avions trouvé, nous lui aurions fait mauvais parti. Mais comment expliquer qu'il n'était pas là? Qu'il s'était déjà enfui? Cela dépasse toute imagination. Personne sous le lit, personne derrière les meubles, personne. Nous n'avons retrouvé que ces traces, les marques ensanglantées d'une large main d'homme sur les murs, et sur la porte, un grand mouchoir rouge de sang, sans aucune initiale, un vieux béret, et la marque fraîche sur le plancher de nombreux pas d'hommes. L'homme qui avait marché là avait un grand pied, et les semelles laissaient derrière elles une espèce de suie noirâtre. Par où cet homme était-il passé? Par où s'était-il évanoui? N'oubliez pas, monsieur, qu'il n'y a pas de cheminée dans la chambre jaune. Il ne pouvait s'être échappé par la porte, qui est très étroite, et sur le seuil de laquelle la concierge est entrée avec sa lampe, tandis que le concierge et moi, nous cherchions l'assassin dans ce petit carré de chambre où il est impossible de se cacher, et où, du reste, nous ne trouvions personne.
La porte défoncée et rabattue sur le mur ne pouvait rien dissimuler, et nous nous en sommes assurés. Par la fenêtre restée fermée avec ses volets clos et ses barreaux auxquels on n'avait pas touché, aucune fuite n'avait été possible. Alors, je commençais à croire au diable. Mais voilà que nous avons découvert par terre mon revolver. Oui, mon propre revolver. Ça m'a ramené au sentiment de la réalité. Le diable n'aurait pas eu besoin de me voler mon revolver pour tuer mademoiselle. L'homme qui avait passé là était d'abord monté dans mon grenier, m'avait pris mon revolver dans mon tiroir et s'en était servi pour ses mauvais desseins. C'est alors que nous avons constaté, en examinant les cartouches, que l'assassin avait tiré 2 coups de revolver. Tout de même, monsieur, j'ai eu de la veine dans un pareil malheur que monsieur Stangerson se soit trouvé là, dans son laboratoire, quand l'affaire est arrivée, et qu'il ait constaté de ses propres yeux que je m'y trouvais moi aussi, car avec cette histoire de revolver, je ne sais pas où nous serions allés. Pour moi, je serais déjà sous les verrous. Il n'en faut pas davantage à la justice pour faire monter un homme sur l'échafaud. Le rédacteur du Matin faisait suivre cette interview des lignes suivantes. Nous avons laissé, sans l'interrompre, le père Jacques nous raconter grossièrement ce qu'il sait du crime de la chambre jaune. Nous avons reproduit les termes mêmes dont il s'est servi. Nous avons fait seulement grâce au lecteur des lamentations continuelles dont il émaillait sa narration. C'est entendu, père Jacques, c'est entendu. Vous aimez bien vos maîtres, vous avez besoin qu'on le sache, et vous ne cessez de le répéter, surtout depuis la découverte du revolver. C'est votre droit, et nous n'y voyons aucun inconvénient. Nous aurions voulu poser bien des questions encore au père Jacques. Jacques-Louis Moustier. Mais on est venu justement le chercher de la part du juge d'instruction qui poursuivait son enquête dans la grande salle du château. Il nous a été impossible de pénétrer au glandier. Et quant à la Chesnay, elle est gardée dans un large cercle par quelques policiers qui veillent jalousement sur toutes les traces qui peuvent conduire au pavillon et peut-être à la découverte de l'assassin. Nous aurions voulu également interroger les concierges, mais ils sont invisibles. Enfin, nous avons attendu dans une auberge, non loin de la grille du château, la sortie de monsieur de Marquet, le juge d'instruction de Corbeil. À 5h30, nous l'avons aperçu avec son greffier. Avant qu'il ne montât en voiture, nous avons pu lui poser la question suivante. « Pouvez-vous, monsieur de Marquet, nous donner quelques renseignements sur cette affaire, sans que cela gêne votre instruction ?» « Il nous est impossible, nous répondit monsieur de Marquet, de dire quoi que ce soit. Du reste, c'est bien l'affaire la plus étrange que je connaisse. Plus nous croyons savoir quelque chose, plus nous ne savons rien. » Nous demandâmes à monsieur de Marquet de bien vouloir nous expliquer ces dernières paroles. Et voici ce qu'il nous dit, dont l'importance n'échappera à personne. Si rien ne vient s'ajouter aux constatations matérielles faites aujourd'hui par le parquet, je crains bien que le mystère qui entoure l'abominable attentat dont mademoiselle Stangerson a été victime ne soit pas près de s'éclaircir. Mais il faut espérer, pour la raison humaine, que les sondages des murs, du plafond et du plancher de la chambre jaune, sondages auxquels je vais me livrer dès demain avec l'entrepreneur qui a construit le pavillon il y a 4 ans, nous apporteront la preuve qu'il ne faut jamais désespérer de la logique des choses. Car le problème est là. Nous savons par où l'assassin s'est introduit. Il est entré par la porte et s'est caché sous le lit en attendant mademoiselle Stangerson. Mais par où est-il sorti ? Comment a-t-il pu s'enfuir ? Si l'on ne trouve ni trappe, ni porte secrète, ni réduit, ni ouverture d'aucune sorte, si l'examen des murs et même leur démolition, car je suis décidé, et M. Stangerson est décidé à aller jusqu'à la démolition du pavillon, ne viennent révéler aucun passage praticable, non seulement pour un être humain, mais encore pour un être quel qu'il soit, si le plafond n'a pas de trou, si le plancher ne cache pas de souterrain, il faudra bien croire au diable, comme dit le père Jacques. Et le rédacteur anonyme fait remarquer dans cet article que j'ai choisi comme étant le plus intéressant de tous ceux qui furent publiés ce jour-là sur la même affaire, que le juge d'instruction semblait mettre une certaine intention dans cette dernière phrase. Il faudra bien croire au diable
comme dit le père Jacques. L'article se termine sur ces lignes. Nous avons voulu savoir ce que le père Jacques entendait par « le cri de la bête du bon Dieu ». On appelle ainsi le cri particulièrement sinistre, nous a expliqué le propriétaire de l'auberge du donjon, que pousse quelquefois la nuit le chat d'une vieille femme, la mère à genoux, comme on l'appelle dans le pays. La mère à genoux est une sorte de sainte qui habite une cabane au cœur de la forêt, non loin de la grotte de Sainte-Geneviève. La chambre jaune, la bête du bon Dieu, la mère à genoux, le diable, Sainte-Geneviève, le père Jacques. Voilà un crime bien embrouillé, qu'un coup de pioche dans les murs nous débrouillera demain. Espérons-le, du moins, pour la raison humaine, comme dit le juge d'instruction. En attendant, on croit que mademoiselle Stangerson, qui n'a cessé de délirer et qui ne prononce distinctement que ce mot « assassin, assassin, assassin », ne passera pas la nuit. Enfin, en dernière heure, le même journal annonçait que le chef de la sûreté avait télégraphié au fameux inspecteur Frédéric Larsan, qui avait été envoyé à Londres pour une affaire de titre volé, de revenir immédiatement à Paris. Chapitre 2, où apparaît pour la première fois Joseph Rouletabille. Je me souviens, comme si la chose s'était passée hier, de l'entrée du jeune Rouletabille dans ma chambre ce matin-là. Il était environ 8 heures, et j'étais encore au lit, lisant l'article du matin relatif au crime du Glandier. Mais avant toute autre chose, le moment est venu de vous présenter mon ami. J'ai connu Joseph Rouletabille quand il était petit reporter. À cette époque, je débutais au barreau et j'avais souvent l'occasion de le rencontrer dans les couloirs des juges d'instruction quand j'allais demander un permis de communiquer pour Mazas ou pour Saint-Lazare. Il avait, comme on dit, une bonne balle. Sa tête était ronde comme un boulet et c'est à cause de cela, pensais-je, que ses camarades de la presse lui avaient donné ce surnom qui devait lui rester et qu'il devait illustrer « Rouletabille ». As-tu vu Rouletabille ? Tiens, voilà ce sacré Rouletabille. Il était souvent rouge comme une tomate, tantôt gai comme un pinson, et tantôt sérieux comme un pape. Comment, si jeune, il avait, quand je le vis pour la première fois, 16 ans et demi, gagnait-il déjà sa vie dans la presse ? Voilà ce qu'on eût pu se demander si tous ceux qui l'approchaient n'avaient été au courant de ses débuts. Lors de l'affaire de la femme coupée en morceaux de la rue Oberkampf, encore une histoire bien oubliée, il avait apporté au rédacteur en chef de l'époque, journal qui était alors en rivalité d'information avec Le Matin, le pied gauche qui manquait dans le panier où furent découverts les lugubres débris. Ce pied gauche, la police le cherchait en vain depuis 8 jours. Et le jeune Rouletabille l'avait trouvé dans un égout où personne n'avait eu l'idée de l'y aller chercher. Il lui avait fallu pour cela s'engager dans une équipe d'égoutiers d'occasion que l'administration de la ville de Paris avait réquisitionnée à la suite des dégâts causés par une exceptionnelle crue de la Seine. Et quand le rédacteur en chef fut en possession du précieux pied et qu'il eut compris par quelle suite d'intelligence déduction un enfant avait été amené à le découvrir, il fut partagé entre l'admiration que lui causait tant d'astuces policières dans un cerveau de 16 ans et l'allégresse de pouvoir exhiber à la morgue vitrine du journal le pied gauche de la rue Oberkampf. Avec ce pied, je ferai un article de tête. Puis, quand il eut confié le sinistre colis au médecin légiste attaché à la rédaction de l'époque, il demanda à celui qui allait être bientôt Rouletabille ce qu'il voulait gagner pour faire partie, en qualité de petit reporter, du service des faits divers. 200 francs par mois ? Vous en aurez 250. Seulement, vous déclarez à tout le monde que vous faites partie de la rédaction depuis 1 mois. Qu'il soit bien entendu que ce n'est pas vous qui avez découvert le pied gauche de la rue Oberkampf, mais le journal L'Époque. Ici, mon petit ami, l'individu n'est rien. Le journal est tout. Sur quoi, il pria le nouveau rédacteur de se retirer. Sur le seuil de la porte, il le retint cependant pour lui demander son nom. L'autre répondit « Joseph Joséphin ».
Ce n'est pas un nom, ça. Mais, puisque vous ne signez pas, ça n'a pas d'importance. Tout de suite, le rédacteur imberbe se fit beaucoup d'amis, car il était serviable et doué d'une bonne humeur qui enchantait les plus grognons et désarma les plus jaloux. Au café du barreau, où les reporters de faits divers se réunissaient alors avant de monter au parquet ou à la préfecture chercher leurs crimes quotidiens, il commença de se faire une réputation de débrouillard qui franchit bientôt les portes même du cabinet du chef de la sûreté. Quand une affaire en valait la peine et que Rouletabille, il était déjà en possession de son surnom, avait été lancé sur la piste de guerre par son rédacteur en chef, il lui arrivait souvent de damer le pion aux inspecteurs les plus renommés. C'est au café du barreau que je fis avec lui plus ample connaissance. Avocats criminels et journalistes ne sont point ennemis, les uns ayant besoin de réclames et les autres de renseignements. Nous causâmes et j'éprouvai tout de suite une grande sympathie pour ce brave petit bonhomme de Rouletabille. Il était d'une intelligence si éveillée et si originale, et il avait une qualité de pensée que je n'ai jamais retrouvée ailleurs. À quelque temps de là, je fus chargé de la chronique judiciaire au cri du boulevard. Mon entrée dans le journalisme ne pouvait que resserrer les liens d'amitié qui, déjà, s'étaient noués entre Rouletabille et moi. Enfin, mon nouvel ami ayant eu l'idée d'une petite correspondance judiciaire qu'on lui faisait signer Business à son journal L'Époque, je fus à même de lui fournir souvent les renseignements de droit dont il avait besoin. Près de 2 années se passèrent ainsi, et plus j'apprenais à le connaître, plus je l'aimais. Car sous ses dehors de joyeuses extravagances, je l'avais découvert extraordinairement sérieux pour son âge. Enfin, plusieurs fois, moi qui étais habitué à le voir très gai, et souvent trop gai, je le trouvais plongé dans une tristesse profonde. Je voulus le questionner sur la cause de ce changement d'humeur, mais à chaque fois, il se reprit à rire et ne répondit point. Un jour, l'ayant interrogé sur ses parents, dont il ne parlait jamais, il me quitta, faisant celui qui ne m'avait pas entendu. Sur ces entrefaites éclata la fameuse affaire de la chambre jaune, qui devait non seulement le classer le premier des reporters, mais encore en faire le premier policier du monde, double qualité qu'on ne saurait s'étonner de trouver chez la même personne, attendu que la presse quotidienne commençait déjà à se transformer et à devenir ce qu'elle est à peu près aujourd'hui, la gazette du crime. Des esprits moroses pourront s'en plaindre. Moi, j'estime qu'il faut s'en féliciter. On n'aura jamais assez d'armes, publiques ou privées, contre le criminel. À quoi ces esprits moroses répliquent qu'à force de parler de crime, la presse finit par les inspirer. Mais il y a des gens, n'est-ce pas, avec lesquels on n'a jamais raison. Voilà donc Rouletabille dans ma chambre, ce matin-là, 26 octobre 1892. Il était encore plus rouge que de coutume. Les yeux lui sortaient de la tête, comme on dit, et il paraissait en proie à une sérieuse exaltation. Il agitait le matin d'une main fébrile. Eh bien, mon cher Sinclair, vous avez lu? Le crime du glandier? Oui, la chambre jaune. Qu'est-ce que vous en pensez? Dame, je pense que c'est le diable ou la bête du bon Dieu qui a commis le crime. Soyez sérieux. Eh bien, je vous dirai que je ne crois pas beaucoup aux assassins qui s'enfuient à travers les murs. Le père Jacques, pour moi, a eu tort de laisser derrière lui l'arme du crime, et comme il habite au-dessus de la chambre de mademoiselle Stangerson, l'opération architecturale à laquelle le juge d'instruction doit se livrer aujourd'hui va nous donner la clé de l'énigme, et nous ne tarderons pas à savoir par quelle trappe naturelle ou par quelle porte secrète le bonhomme a pu se glisser pour revenir immédiatement dans le laboratoire auprès de M. Stangerson, qui ne se sera aperçu de rien. Que vous dirais-je? C'est une hypothèse. Rouletabille s'assit dans un fauteuil, alluma sa pipe qui ne le quittait jamais, fuma quelques instants en silence, le temps sans doute de calmer cette fièvre qui visiblement le dominait, et puis il me méprisa. Jeune homme, vous êtes avocat, et je ne doute pas de votre talent à faire acquitter les coupables. Mais si vous êtes un jour magistrat instructeur, combien vous sera-t-il facile de faire condamner les innocents? Vous êtes vraiment doué, jeune homme. Sur quoi, il fuma avec énergie et reprit. On ne trouvera aucune trappe,
Et le mystère de la chambre jaune deviendra de plus en plus mystérieux. Voilà pourquoi il m'intéresse. Le juge d'instruction a raison. On n'aura jamais vu quelque chose de plus étrange que ce crime-là. Avez-vous quelque idée du chemin que l'assassin a pu prendre pour s'enfuir? Aucune. Aucune pour le moment. Mais j'ai déjà mon idée faite sur le revolver, par exemple. Le revolver n'a pas servi à l'assassin. Et à qui donc a-t-il servi, mon Dieu? Eh bien, mais... à mademoiselle Stangerson? Je ne comprends plus. Ou mieux, je n'ai jamais compris. Rien ne vous a particulièrement frappé dans l'article du matin? Ma foi, non. J'ai trouvé tout ce qu'il raconte également bizarre. Eh bien, mais... et la porte fermée à clé? C'est la seule chose naturelle du récit. Vraiment. Et le verrou? Le verrou. Le verrou poussé à l'intérieur? Voilà bien des précautions prises par mademoiselle Stangerson. Mademoiselle Stangerson, quant à moi, savait qu'elle avait à craindre quelqu'un, elle avait pris ses précautions. Elle avait même pris le revolver du père Jacques sans lui en parler. Sans doute, elle ne voulait effrayer personne, elle ne voulait surtout pas effrayer son père. Ce que mademoiselle Stangerson redoutait est arrivé et elle s'est défendue. Il y a eu bataille. Elle s'est servie assez adroitement de son revolver pour blesser l'assassin à la main. Ainsi s'explique l'impression de la large main d'homme ensanglantée sur le mur et sur la porte, de l'homme qui cherchait presque à tâtons une issue pour fuir. Mais elle n'a pas tiré assez vite pour échapper au coup terrible qui venait la frapper à la tempe droite. Ce n'est donc point le revolver qui a blessé mademoiselle Stangerson à la tempe? Le journal ne le dit pas, et quant à moi, je ne le pense pas. Toujours parce qu'il m'apparaît logique que le revolver ait servi à mademoiselle Stangerson contre l'assassin. Maintenant, quelle était l'arme de l'assassin? Ce coup à la tempe semblerait attester que l'assassin a voulu assommer mademoiselle Stangerson. Après avoir vainement essayé de l'étrangler, l'assassin devait savoir que le grenier était habité par le père Jacques. Et c'est une des raisons pour lesquelles, je pense, il a voulu opérer avec une arme de silence, une matraque peut-être, ou un marteau. Tout cela ne nous explique pas comment notre assassin est sorti de la chambre jaune. Évidemment. Et comme il faut l'expliquer, je vais au château du Glandier et je viens vous chercher pour que vous y veniez avec moi. Moi? Oui, cher ami, j'ai besoin de vous. L'époque m'a chargé définitivement de cette affaire et il faut que je l'éclaircisse au plus vite. Mais en quoi puis-je vous servir? Monsieur Robert Darzac est au château du Glandier. C'est vrai, son désespoir doit être sans borne. Il faut que je lui parle. Rouletabille prononça cette phrase sur un ton qui me surprit. Est-ce que vous croyez à quelque chose d'intéressant de ce côté? Oui. Et il ne voulut pas en dire davantage. Il passa dans mon salon en me priant de hâter ma toilette. Je connaissais M. Robert Darzac pour lui avoir rendu un très gros service judiciaire dans un procès civil, alors que j'étais secrétaire de maître Barbé de la Tour. M. Robert Darzac, qui avait à cette époque une quarantaine d'années, était professeur de physique à la Sorbonne. Il était intimement lié avec les Stangerson, puisque après 7 ans d'une cour assidue, il se trouvait enfin sur le point de se marier avec mademoiselle Stangerson, personne d'un certain âge, elle devait avoir dans les 35 ans, mais encore remarquablement jolie. Pendant que je m'habillais, je criai à Rouletabille qui s'impatientait dans mon salon. « Est-ce que vous avez une idée sur la condition de l'assassin ?» Oui, je le crois sinon un homme du monde, du moins d'une classe assez élevée. Ce n'est encore qu'une impression. Et qu'est-ce qui vous la donne, cette impression? Eh bien, mais... le béret crasseux, le mouchoir vulgaire et les traces de la chaussure grossière sur le plancher. Je comprends. On ne laisse pas tant de traces derrière soi quand elles sont l'expression de la vérité. On fera quelque chose de vous, mon cher Sinclair. Chapitre 3. Un homme a passé comme une ombre à travers les volets. Une demi-heure plus tard, nous étions, Rouletabille et moi, sur le quai de la gare d'Orléans, attendant le départ du train qui allait nous déposer à Épinay-sur-Orge. Nous vîmes arriver le parquet de Corbeil, représenté par Monsieur de Marquet et son greffier. Monsieur de Marquet avait passé la nuit à Paris avec son greffier pour assister à la Scala
à la répétition générale d'une revuette dont il était l'auteur masqué et qu'il avait signé simplement « Castiga ridendo ». Monsieur de Marquet commençait d'être un noble vieillard. Il était à l'ordinaire plein de politesse et de galantise et n'avait eu toute sa vie qu'une passion, celle de l'art dramatique. Dans sa carrière de magistrat, il ne s'était véritablement intéressé qu'aux affaires susceptibles de lui fournir au moins la matière d'un acte. Bien que décemment apparenté, il eût pu aspirer aux plus hautes situations judiciaires, il n'avait jamais travaillé en réalité que pour arriver à la romantique Porte Saint-Martin ou à l'Odéon pensif. Un tel idéal l'avait conduit, sur le tard, à être juge d'instruction à Corbeil et à signer « Castiga ridendo », un petit acte indécent à la Scala. L'affaire de la chambre jaune, par son côté inexplicable, devait séduire un esprit aussi littéraire. Elle l'intéressa prodigieusement, et M. de Marquet s'y jeta moins comme un magistrat avide de connaître la vérité que comme un amateur d'imbroglio dramatique dont toutes les facultés sont tendues vers le mystère de l'intrigue et qui ne redoute cependant rien tant que d'arriver à la fin du dernier acte où tout s'explique. Ainsi, dans le moment que nous le rencontrâmes, j'entendis M. de Marquet dire avec un soupir à son greffier « Pourvu, mon cher monsieur Maleine, pourvu que cet entrepreneur, avec sa pioche, ne nous démolisse pas un aussi beau mystère. » « N'ayez crainte, sa pioche démolira peut-être le pavillon, mais elle laissera notre affaire intacte. J'ai tâté les murs et étudié plafond et plancher, et je m'y connais. On ne me trompe pas, nous pouvons être tranquilles, nous ne saurons rien. » Ayant ainsi rassuré son chef, M. Maleine nous désigna d'un mouvement de tête discret à M. de Marquet. La figure de celui-ci se renfrogna, et comme il vit venir à lui Rouletabille, qui déjà se découvrait, il se précipita sur une portière et sauta dans le train en jetant à mi-voix à son greffier « Surtout pas de journaliste !» M. Maleine répliqua « Compris !» arrêta Rouletabille dans sa course et eut la prétention de l'empêcher de monter dans le compartiment du juge d'instruction. « Pardon, messieurs, ce compartiment est réservé. » « Je suis journaliste, monsieur, rédacteur à l'époque, et j'ai un petit mot à dire à monsieur de Marquet. » Monsieur de Marquet est très occupé par son enquête. Oh, son enquête m'est absolument indifférente, veuillez le croire. Je ne suis pas, moi, un rédacteur de chiens écrasés. Je suis courriériste des théâtres. Et comme je dois faire ce soir un petit compte-rendu de la revue de la Scala... Montez, monsieur, je vous en prie. Rouletabille était déjà dans le compartiment. Je l'y suivis. Je m'assis à ses côtés. Le greffier monta et ferma la portière. Monsieur de Marquet regardait son greffier. « Oh, monsieur, n'en veuillez pas à ce brave homme. Si j'ai forcé la consigne, ce n'est pas à monsieur de Marquet que je veux avoir l'honneur de parler, c'est à monsieur Castiga ridendo. Permettez-moi de vous féliciter en tant que courriériste théâtral à l'époque. » Et Rouletabille, m'ayant présenté d'abord, se présenta ensuite. Monsieur de Marquet, d'un geste inquiet, caressait sa barbe en pointe. Il exprima en quelques mots à Rouletabille qu'il était trop modeste auteur pour désirer que le voile de son pseudonyme fût publiquement levé, et il espérait bien que l'enthousiasme du journaliste pour l'œuvre du dramaturge n'irait point jusqu'à apprendre aux populations que monsieur Castiga ridendo n'était autre que le juge d'instruction de Corbeil. L'œuvre de l'auteur dramatique pourrait nuire à l'œuvre du magistrat, surtout en province où l'on est resté un peu routinier. Oh, comptez sur ma discrétion. Nous partons. Oui, monsieur, la vérité se met en marche. En marche vers le château du Glandier. Belle affaire, monsieur de Marquet, belle affaire. Obscure affaire, incroyable, insondable, inexplicable affaire. Et je ne crains qu'une chose, monsieur Rouletabille, c'est que les journalistes se mêlent de la vouloir expliquer. Oui, il faut le craindre. Ils se mêlent de tout. Quant à moi, je ne vous parle que parce que le hasard, monsieur le juge d'instruction, le pur hasard, m'a mis sur votre chemin et presque dans votre compartiment. Où allez-vous donc? Au château du Glandier. Vous n'y entrerez pas, monsieur Rouletabille. Vous vous y opposerez? Que non pas. J'aime trop la presse et les journalistes pour leur être désagréables en quoi que ce soit. Mais M. Stangerson a consigné sa porte à tout le monde. Et elle est bien gardée. Pas un journaliste hier n'a pu franchir la grille du Glandier. Tant mieux, j'arrive bien. Monsieur de Marquet se pinça les lèvres et parut prêt à conserver un obstiné silence.
Il ne se détendit un peu que lorsque Rouletabille ne lui eut pas laissé ignorer plus longtemps que nous nous rendions au Glandier pour y serrer la main d'un vieil ami intime, déclara-t-il en parlant de M. Robert Darzac, qu'il avait peut-être vu une fois dans sa vie. Ce pauvre Robert, il est capable d'en mourir. Il aimait tant Mademoiselle Stangerson. La douleur de M. Robert Darzac fait, il est vrai, peine à voir. Mais il faut espérer que Mademoiselle Stangerson sera sauvée. Espérons-le. Son père me disait hier que, si elle devait succomber, il ne tarderait point, quant à lui, à l'aller rejoindre dans la tombe. Quelle perte incalculable pour la science. La blessure à la tempe est grave, n'est-ce pas? Évidemment. Mais c'est une chance inouïe qu'elle n'ait pas été mortelle. Le coup a été donné avec une force. Ce n'est donc pas le revolver qui a blessé Mademoiselle Stangerson. Mais je n'ai rien dit. Je ne veux rien dire et je ne dirai rien. Et il se tourna vers son greffier, comme s'il ne nous connaissait plus. Mais on ne se débarrassait pas ainsi de Rouletabille. Celui-ci s'approcha du juge d'instruction et, montrant le matin qu'il tira de sa poche, il lui dit « Il y a une chose, monsieur le juge d'instruction, que je puis vous demander sans commettre d'indiscrétion. Vous avez lu le récit du matin. Il est absurde, n'est-ce pas? Pas le moins du monde, monsieur. Et quoi, la chambre jaune n'a qu'une fenêtre grillée, dont les barreaux n'ont pas été descellés, et une porte que l'on défonce. Et l'on n'y trouve pas l'assassin? C'est ainsi, monsieur. C'est ainsi. C'est ainsi que la question se pose. » Rouletabille ne dit plus rien et partit pour des pensées inconnues. Un quart d'heure ainsi s'écoula. Quand il revint à nous, il dit, s'adressant encore au juge d'instruction, « Comment était ce soir-là la coiffure de Mademoiselle Stangerson ?»« Je ne saisis pas. » Ceci est de la dernière importance. Les cheveux en bandeau, n'est-ce pas? Je suis sûr qu'elle portait ce soir-là, le soir du drame, les cheveux en bandeau. Eh bien, monsieur Rouletabille, vous êtes dans l'erreur. Mademoiselle Stangerson a été coiffée ce soir-là, les cheveux relevés entièrement en torsade sur la tête. Ce doit être sa coiffure habituelle, le front entièrement découvert. Je puis vous l'affirmer, car nous avons examiné longuement la blessure. Il n'y avait pas de sang aux cheveux, et l'on n'avait pas touché à la coiffure depuis l'attentat. Vous êtes sûr que Mademoiselle Stangerson, la nuit de l'attentat, n'avait pas la coiffure en bandeau? Tout à fait certain. Car justement, j'entends encore le docteur me dire, pendant que j'examinais la blessure, c'est grand dommage que Mademoiselle Stangerson ait l'habitude de se coiffer les cheveux relevés sur le front. Si elle avait porté la coiffure en bandeau, le coup qu'elle a reçu à la tempe aurait été amorti. Maintenant, je vous dirais qu'il est étrange que vous attachiez de l'importance... Oh, si elle n'avait pas les cheveux en bandeau... Où allons-nous? Il faudra que je me renseigne. Et la blessure à la tempe est terrible? Oh, terrible. Enfin, par quelle arme a-t-elle été faite? Ceci, monsieur, est le secret de l'instruction. Avez-vous retrouvé cette arme? Et la blessure à la gorge? Ici, le juge d'instruction voulut bien nous confier que la blessure à la gorge était telle que l'on pouvait affirmer, de l'avis même des médecins, que si l'assassin avait serré cette gorge quelques secondes de plus, Mademoiselle Stangerson mourrait étranglée. L'affaire telle que le rapporte le matin me paraît de plus en plus inexplicable. Pouvez-vous me dire, monsieur le juge, quelles sont les ouvertures du pavillon, portes et fenêtres? Il y en a 5, dont la porte du vestibule, qui est la seule porte d'entrée du pavillon. Porte toujours automatiquement fermée, et ne pouvant s'ouvrir soit de l'intérieur, soit de l'extérieur, que par 2 clés spéciales qui ne quittent jamais le père Jacques et monsieur Stangerson. Mademoiselle Stangerson n'en a point besoin, puisque le père Jacques est à demeure dans le pavillon et que, dans la journée, elle ne quitte point son père. Quand ils se sont précipités tous les 4 dans la chambre jaune, dont ils avaient enfin défoncé la porte d'entrée du vestibule, elle, était restée fermée comme toujours, et les 2 clés de cette porte étaient l'une dans la poche de M. Stangerson, l'autre dans la poche du père Jacques. Quant aux fenêtres du pavillon, elles sont 4. L'unique fenêtre de la chambre jaune, les 2 fenêtres du laboratoire et la fenêtre du vestibule. La fenêtre de la chambre jaune et celle du laboratoire donnent sur la campagne. Seule la fenêtre du vestibule donne dans le parc. C'est par cette fenêtre-là qu'il s'est sauvé du pavillon. Comment le savez-vous? Nous verrons plus tard comment l'assassin s'est enfui de la chambre jaune, mais il a dû quitter le pavillon par la fenêtre du vestibule. Encore une fois, comment le savez-vous? Et mon Dieu, c'est bien simple. Du moment qu'il ne peut s'enfuir par la porte du pavillon, il faut bien qu'il passe par une fenêtre. Et il faut qu'il y ait au moins, pour qu'il passe, une fenêtre qui ne soit pas grillée.
La fenêtre de la chambre jaune est grillée parce qu'elle donne sur la campagne. Les 2 fenêtres du laboratoire doivent l'être certainement pour la même raison. Puisque l'assassin s'est enfui, j'imagine qu'il a trouvé une fenêtre sans barreaux, et ce sera celle du vestibule qui donne sur le parc, c'est-à-dire à l'intérieur de la propriété. Ce n'est pas sorcier. Eh oui, mais ce que vous ne pourriez deviner, c'est que cette fenêtre du vestibule, qui est la seule en effet, à n'avoir point de barreaux, possède de solides volets de fer. Or, ces volets de fer sont restés fermés à l'intérieur par leur loquet de fer. Et cependant, nous avons la preuve que l'assassin s'est en effet enfui du pavillon par cette même fenêtre. Des traces de sang sur les murs à l'intérieur et sur les volets et des pas sur la terre, des pas entièrement semblables à ceux dont j'ai relevé la mesure dans la chambre jaune, attestent bien que l'assassin s'est enfui par là. Mais alors, comment a-t-il fait, puisque les volets sont restés fermés à l'intérieur? Il a passé comme une ombre à travers les volets. Et enfin, le plus affolant de tout, n'est-ce point la trace retrouvée de l'assassin au moment où il fuit du pavillon, quand il est impossible de se faire la moindre idée de la façon dont l'assassin est sorti de la chambre jaune, ni comment il a traversé forcément le laboratoire pour arriver au vestibule. Ah oui, monsieur Rouletabille, cette affaire est hallucinante. C'est une belle affaire, allez, et dont on ne trouvera pas la clé d'ici longtemps, je l'espère bien. Vous espérez quoi, monsieur le juge d'instruction? Je ne l'espère pas, je le crois. On aurait donc refermé la fenêtre à l'intérieur après la fuite de l'assassin. Évidemment, voilà ce qui me semble pour le moment naturel, quoique inexplicable. Car il faudrait un complice ou des complices, et je ne les vois pas. Ah, si mademoiselle Stangerson pouvait aller assez bien aujourd'hui pour qu'on l'interrogeât... Et le grenier? Il doit y avoir une ouverture au grenier. Oui, je ne l'avais pas compté, en effet. Cela fait 6 ouvertures. Il y a là-haut une petite fenêtre, plutôt une lucarne, et comme elle donne sur l'extérieur de la propriété, M. Stangerson l'a fait également garnir de barreaux. À cette lucarne, comme aux fenêtres du rez-de-chaussée, les barreaux sont restés intacts, et les volets, qui s'ouvrent naturellement en dedans, sont restés fermés en dedans. Du reste, nous n'avons rien découvert qui puisse nous faire soupçonner le passage de l'assassin dans le grenier. Pour vous, donc, il n'est point douteux, monsieur le juge d'instruction, que l'assassin s'est enfui sans que l'on sache comment, par la fenêtre du vestibule. Et tout le prouve. Je le crois aussi. Si vous n'avez trouvé aucune trace de l'assassin dans le grenier, comme par exemple ces pas noirâtres que l'on relève sur le parquet de la chambre jaune, vous devez être amené à croire que ce n'est point lui qui a volé le revolver du père Jacques. Il n'y a de trace au grenier que celle du père Jacques. Le père Jacques était avec M. Stangerson. C'est heureux pour lui. Alors, quid du rôle du revolver du père Jacques dans le drame? Il semble bien démontrer que cette arme a moins blessé Mlle Stangerson qu'elle n'a blessé l'assassin. Sans répondre à cette question, qui sans doute l'embarrassait, M. de Marquet nous apprit qu'on avait retrouvé les 2 balles dans la chambre jaune, l'une dans un mur, le mur où s'étalait la main rouge, une main rouge d'homme, l'autre dans le plafond. Oh, dans le plafond. Ah, vraiment, dans le plafond, voilà qui est fort curieux. Dans le plafond. Il se mit à fumer en silence, s'entourant de tabagie. Quand nous arrivâmes à Épinay-sur-Orge, je dus lui donner un coup sur l'épaule pour le faire redescendre de son rêve et sur le quai. Là, le magistrat et le greffier nous saluèrent, nous faisant comprendre qu'ils nous avaient assez vus. Puis ils montèrent rapidement dans un cabriolet qui les attendait. « Combien de temps faut-il pour aller à pied d'ici au château du Glandier ?» demanda Rouletabille à un employé de chemin de fer. 1h30, 1h03, sans se presser. Rouletabille regarda le ciel, le trouva à sa convenance et sans doute à la mienne, car il me prit sous le bras et me dit « Allons, j'ai besoin de marcher. » Eh bien, ça se débrouille ? Oh, bon, il n'y a rien de débrouillé du tout. C'est encore plus embrouillé qu'avant. Il est vrai que j'ai une idée. Dites-la. Oh, je ne peux rien dire pour le moment. Mon idée est une question de vie ou de mort pour 2 personnes au moins. Croyez-vous à des complices ? Je n'y crois pas. Nous gardâmes un instant le silence, puis il reprit.
C'est une veine d'avoir rencontré ce juge d'instruction et son greffier. Hein? Que vous avez-je dit pour le revolver? Il avait le front penché vers la route, les mains dans les poches, et il sifflotait. Au bout d'un instant, je l'entendis murmurer « Pauvre femme. C'est mademoiselle Stangerson que vous plaignez ?» Oui, c'est une très noble femme et tout à fait digne de pitié. C'est un très grand caractère. J'imagine. Vous connaissez donc mademoiselle Stangerson? Moi, pas du tout. Je l'ai vue qu'une fois. Pourquoi dites-vous « c'est un grand caractère » ? Parce qu'elle a su tenir tête à l'assassin, parce qu'elle s'est défendue avec courage et surtout, à cause de la balle dans le plafond. Je regardais Rouletabille, me demandant in petto s'il ne se moquait pas tout à fait de moi, ou s'il n'était pas devenu subitement fou. Mais je vis bien que le jeune homme n'avait jamais eu moins envie de rire, et l'éclat intelligent de ses petits yeux ronds me rassura sur l'état de sa raison. Et puis, j'étais un peu habitué à ses propos rompus. Rompus pour moi, qui n'y trouvais souvent qu'incohérence et mystère, jusqu'au moment où, en quelques phrases rapides et nettes, il me livrait le fil de sa pensée. Alors tout s'éclairait soudain. Les mots qu'il avait dits et qui m'avaient paru vides de sens se reliaient avec une facilité et une logique telle que je ne pouvais comprendre comment je n'avais pas compris plus tôt. Chapitre 4. Au sein d'une nature sauvage. Le château du Glandier est un des plus vieux châteaux de ce pays d'Île-de-France, où se dressent encore tant d'illustres pierres de l'époque féodale. Bâti au cœur des forêts, sous Philippe le Bel, il apparaît à quelques centaines de mètres de la route qui conduit du village de Sainte-Geneviève-des-Bois à Montlhéry. Amas de constructions disparates, il est dominé par un donjon. Quand le visiteur a gravi les marches branlantes de cet antique donjon et qu'il débouche sur la petite plateforme... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.